Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce déjeuner débat avec Renaud Dely concernant l'avenir de la gauche française. Je remercie au passage M. Dely d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais vous indiquer que nous sommes ici dans une formation un peu exceptionnelle parce que nous avons commencé nos déjeuners du temps du Covid-19 avec une jauge à 30 personnes. Et notre logistique est normalement adaptée à 30 invités. Aujourd'hui, il est facile de compter. Vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Pourquoi? Parce que nous avons eu une avalanche de demandes pour assister à ce déjeuner. Et nous avons dû malheureusement refuser la moitié pratiquement de nos invités, qui sont des personnalités prestigieuses comme vous les invitez, comme vous l'imaginez. On va sans doute s'être fait quelques ennemis au passage. Mais grâce au personnel, à Thierry et à Nathalie, qui vont vous servir tout à l'heure, et au personnel de cuisine, ils ont accepté de faire un effort exceptionnel, dont je les remercie beaucoup, pour pouvoir vous accueillir à 60 et non pas à 30. Et je crois que c'est remarquable et je voulais vous le signaler, puisqu'on parle toujours du travail d'autres. Merci à tous. Voilà, maintenant je cède la parole à André, qui va nous présenter Renaud Dely. Bien, bonjour à tous, merci d'être là. Renaud Dely, vous le connaissez, puisque vous le voyez très régulièrement sur Arte, dans l'émission 28 minutes, qu'il co-anime et qu'il anime seul le week-end. Vous le connaissez par ses interventions à France Info le matin, et peut-être comme ancien rédacteur en chef de Nouvel Obs et de Marianne, si mes souvenirs sont bons. Mais il est aussi l'auteur de plusieurs livres, dont celui que nous avons le plaisir de vous offrir, Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. Alors pourquoi l'avons-nous invité? C'est que dans cette année universitaire 2022-2023, nous avons décidé de travailler sur les notions de frontières, de limites, de transition et de transgression. Parce que nous avions le sentiment que les frontières, que beaucoup de frontières, aux différents sens du mot, deviennent aujourd'hui de plus en plus poreuses, que beaucoup de limites deviennent de plus en plus incertaines. C'est pourquoi nous avons réfléchi sur les frontières de l'Europe, sur les transgenres, sur la différence sexuelle, sur les frontières internes au féminisme, etc. Et donc, évidemment, il y avait la frontière droite-gauche. Et pour réfléchir à cette frontière droite-gauche et aux limites de l'une et de l'autre, où ça commence la gauche et où ça s'arrête, où ça commence la droite et où ça s'arrête, on cherchait un intervenant et je suis tombé dans une librairie sur ce livre de Renaud Dely, Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès. Je l'ai lu et il nous a paru, nous l'avons lu, il nous a paru tellement intéressant que ça valait la peine d'inviter l'auteur. Alors le titre indique assez que c'est un point de vue critique, mais c'est un point de vue critique sur la gauche d'un homme de gauche. Le diagnostic, c'est que la gauche est malade. Rassurez-vous, la droite ne va pas bien non plus et le centre est en difficulté. Voilà. Aujourd'hui, il s'agira de la gauche. Le diagnostic, c'est que la gauche est malade. Nous attendons de Renaud Dely qu'il nous résume son livre, donc qu'il nous fasse ce diagnostic. Mais comme nous avons une visée prospective, l'avenir de la gauche, nous attendons le passage du diagnostic au pronostic. Voilà. Renaud, la parole est à vous pour 45 minutes. Merci beaucoup. Merci André Comte-Sponville. Merci l'Institut Diderot pour cette invitation qui me fait très plaisir. Merci à tous d'être présents ce midi. Je suis ravi de cette rencontre. Je vais donc essayer de me pencher, en n'étant pas trop long, je l'espère. Je vais tâcher d'être vigilant quant au temps. Je vais donc essayer de me pencher sur la gauche, et plus précisément sur cet intitulé que vous m'avez fourni, L'avenir de la gauche française. Un intitulé d'ailleurs qui, nous en conviendrons, est finalement assez optimiste. À certains égards, il peut même paraître audacieux. Optimiste, puisqu'il signifie donc que la gauche française a bel et bien encore un avenir, et que cette certitude pourtant ne va pas de soi aujourd'hui pour nombre d'observateurs, en vertu de la crise qu'évoquait d'ailleurs à l'instant André Comte-Sponville. Il est même audacieux, cet intitulé, L'avenir de la gauche française.
puisqu'on peut aisément convenir que la gauche elle-même, ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours, j'allais dire ces dernières heures, s'applique assez souvent à nous convaincre qu'elle serait sur la voie d'une inexorable disparition. Pourtant, je fais le pari, et je pense qu'on peut faire le pari, qu'à terme, la gauche finira par revenir au devant de la scène. Peut-être d'ailleurs pas seulement grâce à ses seules forces, ses seuls atouts, mais aussi par défaut, évidemment, en se construisant aussi par opposition à une offre politique qui produit de la déception. C'est souvent le cas, hein, bien sûr, dans un système démocratique, surtout régi par le mode de scrutin majoritaire à 2 tours, évidemment. On connaît cet adage, au premier tour, on choisit, au second, on élimine. Bref, la gauche française a sans aucun doute encore un avenir, qui est encore flou, incertain, mais cet avenir, il est, à mon sens, on peut en faire le pari, parce que tout simplement, les aspirations de la société française, par définition, sont divergentes, que la conflictualité est intrinsèque à notre société, à notre mode de fonctionnement collectif, et que l'individu, d'ailleurs, est lui-même traversé par des revendications ou des attentes contradictoires. Dès lors, à un moment ou à un autre, plus ou moins lointain, la gauche a vocation à incarner de nouveau l'une de ces alternatives, supposée donc à répondre aux attentes d'une frange de l'électorat. Il y a comme un phénomène cyclique aussi dans cette crise que traverse la gauche. Elle en a connu bien d'autres dans son histoire. Ces crises sont parfois longues, plus ou moins profondes, mais comme toute crise, elles ont vocation à avoir une fin. Notons au passage d'ailleurs que si certains mots lui sont propres, la gauche française n'est pas la seule aujourd'hui à être en crise. Un nombre de ses homologues occidentales, européennes en particulier, le sont aussi, et souvent d'ailleurs pour des raisons peu ou prou voisines qui tiennent, on va dire en gros, aux dérèglements sociaux, aux angoisses identitaires nées des effets de la mondialisation, qu'il s'agisse de la mondialisation des échanges, des économies ou des flux migratoires. En France, depuis 2017, l'avènement du macronisme, cet hypercentre qui prétend dépasser le clivage droite-gauche, on a pu avoir le sentiment que la gauche avait disparu. Cet avènement du macronisme est sans aucun doute un symptôme de cette crise d'identité profonde de la gauche, mais il ne solde probablement pas plus la fin de la gauche que la chute de Berlin en son temps d'engendrer la fin de l'histoire selon certains. Alors notamment parce qu'avec le temps, confronté à la pratique du pouvoir depuis bientôt 6 ans, le macronisme semble s'affirmer de moins en moins comme en même temps et de plus en plus souvent, on va dire comme un ni-ni, c'est-à-dire ni de gauche sur les questions sociales, ni de gauche sur les sujets régaliens, et que cette évolution, naturellement, elle aurait vocation à libérer de l'espace à une offre alternative, classée à gauche, à condition que celle-ci soit crédible. Disons donc, pour faire allusion à un enjeu sociétal d'importance qui devrait occuper le débat public des prochains mois, que la gauche française n'est pas en fin de vie, pas même en soins palliatifs, mais il est vrai qu'elle est, on va dire, dans le coma. La rémission est encore possible, à condition donc de comprendre comment elle en est arrivée là, c'est-à-dire, grossièrement, comment elle est passée, en quelque sorte, d'une forme d'abandon, de renoncement, de démission face au réel, et à la nécessité de le changer, ce réel, sous le quinquennat de François Hollande, à un refus pur et simple de ce réel pour se réfugier dans l'imprécation et parfois dans un monde assez imaginaire. Ça, c'est le constat qu'on peut faire de certaines attitudes de la NUP. D'abord, tordons justement le cou à une illusion d'optique. La constitution de la NUP, son résultat lors des élections législatives de juin dernier, ne constitue pas un succès, hein. C'est au contraire un lourd échec. Je rappellerai juste que les législatives de 2022, c'était la 16e édition de ce scrutin, hein, depuis le début de la Ve République. Envoie la NUP, donc cet accord électoral de la gauche, a rassemblé au premier tour environ 26%, environ 145 députés, et tout cela fait l'un des plus mauvais totals des forces de gauche depuis le début de la Ve République. Hein. La gauche n'avait fait pire qu'à 3 reprises, en 1968, lors de la dissolution prononcée par le général de Gaulle au lendemain des événements de mai, puis lors des 2 débâcles de 1993, à la fin du mitterrandisme, et de 2012, à l'issue du quinquennat de François Hollande. Mais pour le reste, à chaque fois, à chaque élection législative, même lorsqu'elle fut défaite nettement, la gauche avait obtenu de meilleurs scores. Notamment, j'en citerai 2, juin 2002,
après l'élimination de Lionel Jospin dès le premier tour de la présidentielle. La gauche avait à l'époque obtenu 36% des voix au premier tour législatif et décroché à l'arrivée 162 députés. Et puis en juin 2007, après l'entrée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, la gauche avait atteint 38% des voix au premier tour législatif et conservé 228 députés. Alors certes, ce qui est vrai, c'est que l'accord électoral bricolé à la hâte de la NUP a permis à la gauche de sauver les meubles, en particulier au regard des naufrages des candidats communistes, verts et socialistes à la présidentielle. Mais la gauche, à mon sens, a tort de faire mine de croire qu'elle a échappé à la défaite et même qu'elle aurait sauvé l'honneur, pour paraphraser Churchill en quelque sorte. J'oserais dire qu'elle a ajouté le déshonneur à la défaite en déplaçant justement son centre de gravité vers sa frange la plus radicale, en se rangeant derrière le leadership d'abord protestataire des Insoumis et de Jean-Luc Mélenchon, et en s'interdisant, en tout cas à court terme, de par ce choix stratégique, un retour prochain au pouvoir. Plus inquiétant aujourd'hui, alors que le président Emmanuel Macron sombre dans une impopularité record, à moins d'un an après avoir été réélu, la gauche semble incapable de profiter de la crise sociale et politique qui secoue le pays. Les syndicats unis, responsables, déterminés, eux, retrouvent des couleurs depuis le début de la contestation qu'ils ont initiée contre la réforme des retraites. Les partis de gauche, à l'inverse, se divisent sur la stratégie à suivre au Parlement. On l'a vu à propos de ce texte. Ils s'affrontent aussi parfois dans les urnes, comme l'a illustré tout récemment une élection législative dans le département de l'Ariège. Et ils étalent des divergences qui ne font que se creuser sur la nature et les frontières de la gauche, bien sûr, mais aussi même d'ailleurs sur la conception même de la politique, du parlementarisme, de la légitimité et des usages démocratiques. Alors d'où vient que la gauche semble ainsi continuer de s'enfoncer? Pourquoi se complaît-elle dans une attitude souvent tribunicienne, parfois même au relent populiste, plutôt que de se tourner vers l'avenir pour essayer de bâtir une alternative à la fois ambitieuse et crédible? Bien sans doute parce que la gauche a opéré un vrai tête-à-queue, une profonde rupture qui l'a conduit ces dernières années à trahir peu à peu sa mission historique. Depuis, on va dire, grossièrement le siècle des Lumières, ce qu'on pourrait appeler improprement le camp de la gauche, a toujours eu partie liée avec l'idée de progrès. Cela ne signifie pas que la gauche avait le monopole du progrès, bien sûr. Nombre de réformes dites de progrès ne sont pas issues des rangs de la gauche. Mais disons que la croyance au progrès faisait partie de son ADN, de l'ADN de la gauche. Elle lui était intrinsèque. La gauche, pour citer l'historien Jacques Julliard, c'est la rencontre de l'idée de progrès, telle que par exemple la concevait Condorcet, avec l'idée de justice, telle que la concevait Proudhon. C'est pourquoi, pour rester fidèle à elle-même, continuer d'avancer, la gauche doit s'appliquer à marcher sur ses deux jambes, le progrès et la justice. Je cite de nouveau Jacques Julliard, « Sans le progrès, la gauche n'est plus qu'une entreprise de bienfaisance, incapable de s'attaquer aux causes de l'injustice. Sans la justice, elle se réduit à un lobby technocratique qui fait une confiance aveugle à l'évolution de la société. » C'est donc ce mariage fécond du progrès et de la justice qui a produit la gauche, qui l'a fortifié au long des 19e et 20e siècles, et qui fait d'ailleurs, pour en rester juste à la période contemporaine, si on s'en tient aux 36 années qui séparent 1981 de 2017, que la gauche a été aux affaires durant 20 ans. 20 ans sur ces 36 années, auxquelles il convient d'ailleurs d'ajouter les deux périodes de cohabitation, 86, 88, 93, 95, où elle avait quand même conservé la présidence de la République. Alors, pourquoi cette gauche est-elle aujourd'hui, semble-t-elle aujourd'hui à sec? Je pense que l'une des principales causes, que j'évoque d'ailleurs dans mon ouvrage, c'est que la gauche a tourné le dos au progrès, à cette idée de progrès. D'abord parce qu'elle a perdu confiance en elle-même, en l'avenir et en sa capacité à changer le réel. La gauche a commencé à considérer que le progrès était nuisible pour l'homme comme pour la nature, qu'il était source potentiellement de dommages irréversibles, voire même de la cause à venir de l'extinction de l'humanité. Au point d'ailleurs qu'un parti, la principale novation des formations politiques de la gauche, d'un point de vue idéologique ces dernières années, c'est l'irruption d'un parti qu'on peut considérer comme en grande partie conservateur, le parti écologiste, qui s'est installé aujourd'hui au cœur de la gauche française
et qui en est devenu la principale novation, peut-être même la principale force motrice. Force conservatrice, j'entends, parce qu'il entend revenir, dans une de ses versions, en tout cas sur laquelle on reviendra dans un instant, à une situation, une forme d'état de nature qui remettrait en cause justement le progrès, qu'il s'agisse du progrès technique ou du perfectionnement moral de l'humanité, si j'ose dire, qui serait forcément voué à s'éteindre. Je voudrais juste citer un ancien député socialiste, Malek Bouti, ex-chef de file de SOS Racisme, qui a posé il y a quelques années, c'était en l'occurrence quelques mois, un an après la première élection d'Emmanuel Macron, une analyse sévère, mais que je considère assez juste, sur l'état de la gauche française. Je cite Malek Bouti, « Ce qui a tué la gauche, a-t-il expliqué, ce n'est pas Macron, c'est qu'elle est devenue méchante, aigrie, elle est devenue juste la volonté de combattre, de détruire. Elle a perdu ce qu'elle avait de plus beau, l'espérance, le fait de dire que demain, ce sera mieux. » C'est sévère, bien sûr, mais je trouve que ça illustre une forme d'état d'esprit, de repli sur soi de toute une frange de la gauche ces dernières années. Parce qu'on l'a vu ces dernières années, ces derniers mois et même encore ces tout derniers jours, la gauche se complaît souvent à chasser de ses rangs ceux qu'elle considère comme des traîtres, à exclure, à vilipender les suspects. Bref, la gauche a tendance à dévorer ses propres enfants. Aussi anecdotique soit-il, d'ailleurs, le traitement qui a été réservé à la candidate socialiste élue lors de la législative partielle de l'Ariège que j'ai évoquée il y a un instant, Martine Froger, eh bien, le traitement qui lui a été réservé illustre cette mécanique infernale. Elle a été soutenue par les dirigeants socialistes locaux, comme la présidente de la région Occitanie, Carole Dolga, par quelques personnalités nationales, comme l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. On peut discuter, bien sûr, de l'affrontement local entre deux candidats, puisque rappelons qu'elle s'opposait à la députée sortante insoumise. Mais elle a été vouée aux gémonies par les états-majors nationaux, la France insoumise, mais aussi celui de son parti d'origine, le Parti socialiste. Résultat, quelques jours après sa victoire, cette députée a été molestée, c'était jeudi dernier, chassée d'une manifestation contre la réforme des retraites par des militants de gauche qui la traitaient de collabo. C'est ainsi qu'à force d'exclure, de repousser, celui qui ose parfois s'interroger sur le dogme, en l'occurrence la sacro-sainte NUP, et sur le culte de son leader, Jean-Luc Mélenchon, la gauche a fini par passer de mode. Il y a une vingtaine d'années, en conclusion d'une monumentale histoire des gauches, l'historien Jean-Jacques Becker écrivait « L'homme de gauche a meilleure réputation que l'homme de droite, on se proclame assez facilement de gauche. Cette différence tient à ce que l'homme de gauche semble incarner le progrès, l'homme de droite la conservation, et qu'il est plus valorisant d'être progressiste, d'être ouvert aux nouveautés que d'être conservateur. » Eh bien, ce constat me semble en grande partie obsolète. De nos jours, c'est plutôt l'homme de gauche qui est passé de mode. Il rase les murs, en quelque sorte, il se désole d'un avenir angoissant, et plutôt que de croire en des lendemains meilleurs, il donne souvent l'impression de batailler pour préserver l'existant, défendre, même sauver ce qu'il appelle les acquis. Bref, il a du mal à comprendre un monde contemporain qu'il a en grande partie renoncé à changer, à modeler. Par exemple, pour en venir à cette actualité de l'actuelle réforme des retraites, on peut s'opposer au texte présenté par le gouvernement, c'est parfaitement légitime, notamment au regard du report de l'âge légal de 62 à 64 ans, et pour des tas d'autres raisons incluses dans ce texte. Ce qui est plus surprenant en revanche, c'est que la gauche va plus loin. Faute d'affronter le réel, les impératifs démographiques, économiques ou autres, elle semble se réfugier parfois dans l'imaginaire puisqu'elle prône le retour à la retraite à 60 ans. Le Parti socialiste se distingue là aussi encore un peu plus que ses partenaires puisqu'il s'est rallié donc en mai 2022, en mai dernier, au retour à la retraite à 60 ans pour satisfaire Jean-Luc Mélenchon et signer l'accord de la NUP, alors qu'un mois plus tôt, le même parti défendait encore le maintien de l'âge légal à 62 ans avec sa candidate à la présidentielle, une certaine Anne Hidalgo. Ce ralliement en fait, et peut apparaître comme tel, comme un ralliement de pur cynisme, sans grande conviction. D'ailleurs, le premier secrétaire du PS lui-même, Olivier Faure, reconnaît que l'âge de 60 ans est un horizon lointain, dit-il. Il s'avère bien incapable de dire quand et comment il pourrait être atteint en cas de retour de la gauche au pouvoir, comme si finalement cette perspective était quasiment subalterne. Alors pourquoi la gauche est-elle devenue rabougrie, méchante, pour reprendre la formule de Malek Bouti ? Sans doute parce qu'elle se laisse trop souvent gouverner par le règne de l'émotion et même par celui de l'indignation.
J'ai relevé un exemple parmi d'autres, au gré de la dernière campagne présidentielle, mais qui me semble assez significatif, même si c'est anecdotique. C'était en janvier dernier, en janvier 2022, 12 militants de gauche avaient entamé une grève de la faim, ce qui est un instrument politique qui n'est pas anodin et qui force le respect, la grève de la faim. Or, pour quelle cause avaient-ils mené cette grève de la faim ? Pour quel engagement ? Eh bien, parce qu'ils exigeaient un candidat unique de la gauche dès le premier tour de la présidentielle. Alors, heureusement, ces militants, ces personnalités ont mis fin assez tôt à leur équipée, au bout de quelques jours. Parmi ces indignés, on retrouve par exemple l'eurodéputé Pierre Larouturou, ou encore un patronyme célèbre d'ailleurs au regard de l'indignation, puisqu'il s'agit de Hessel, en l'occurrence c'est Anne Hessel, la fille du diplomate et défenseur des droits de l'homme, Stéphane Hessel, qui fut l'auteur, on s'en souvient, du fameux bréviaire « Indignez-vous », ce texte qui érigeait l'indignation en ferment de l'esprit de résistance. Alors, entendons-nous bien, l'indignation est utile. Face à l'injustice, la colère est une réaction légitime. Il est des colères saines, comme disait une ancienne candidate à la présidence de la République. Mais la colère n'est qu'un point de départ. En rester à la colère, c'est en rester au stade de l'enfance, c'est ne jamais vraiment mûrir. C'est un peu le syndrome Peter Pan, c'est-à-dire celui de la gauche qui ne voulait pas grandir. La colère apparaît à la fois comme la maladie juvénile aujourd'hui du socialisme et le degré zéro de l'engagement politique. Et pour une bonne part, la gauche française en 2023 me semble en être encore là, c'est-à-dire qu'elle s'indigne, elle se met en colère, elle souffre pour l'autre, le pauvre, le faible, celui qui est victime d'injustice, mais elle ne réfléchit pas beaucoup, elle propose moins encore. La gauche indignée se laisse d'abord guider par ses humeurs, alors elle se fâche, elle excommunie, et d'abord, évidemment, sur Twitter et les réseaux sociaux, qui sont faits pour ça. Mais l'indignation semble parfois gouverner les réactions de cette gauche à fleur de peau. Pour cette gauche-là, exister, c'est s'énerver, la colère, c'est la vie. L'indigné semble se rassasier de sa colère, mais sans parvenir à corriger ce réel qui le fâche. La gauche française dénonce, par exemple, souvent à raison, les excès des ultra-riches, les super-profits des grands groupes du CAC 40. Mais pointer un privilégié au comportement jugé indécent, même si cela peut paraître, même si cela est légitime, ça peut certes contribuer à ressouder les rangs de cette gauche indignée, ça peut la conforter dans sa conviction d'avoir raison. En revanche, lorsqu'on se place sur le terrain de la morale et non plus sur celui de la politique, ça ne sert pas à grand-chose tant que cette gauche n'élabore pas les moyens réels et concrets de corriger ces injustices. Trop souvent, celle qui s'autoproclame la vraie gauche, la gauche pure, a tôt fait d'excommunier la fausse gauche, celle des modérés, des réformistes, des pragmatiques, bref, des traîtres en général, tous ces mots-là étant à ses yeux synonymes du mot traître. Il n'est à voir d'ailleurs, ces tout derniers jours encore, l'émotion, il n'est qu'à voir l'émotion qui a été suscitée dans les rangs de cette gauche par la simple évocation d'un nom, celui de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a été cité par le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. La simple idée émise par Fabien Roussel de rassembler large jusqu'au courant modéré incarné par quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, sous réserve que lui-même d'ailleurs affronte le capitalisme. C'est la condition qu'a posée Fabien Roussel, condition qui n'est pas encore à cette heure-ci réunie, nous en conviendrons. Mais la simple évocation de ce nom, Bernard Cazeneuve, a suscité une tempête à gauche, des mots de dégoût chez les insoumis, mais aussi d'ailleurs du côté du canal officiel du Parti socialiste. Bref, à force de dériver vers ces marges bruyantes, et qui sont à jamais de fait insatisfaites, jusqu'à en faire son nouveau centre de gravité, il me semble que cette gauche-là, aujourd'hui, se condamne à ne plus exercer qu'une influence, somme toute, assez marginale. La gauche indignée se croit vivante parce qu'elle parle fort. Au fond, elle est profondément triste et semble en fait déjà défaitiste. Si elle parle fort, c'est parce qu'elle pense qu'elle a déjà perdu. Elle ne se rend pas compte d'ailleurs que ses cris, ses vociférations, ses excès ne font en grande partie que servir ses adversaires. Le pouvoir en place, même si celui-ci est aujourd'hui en mauvais état, mais surtout, plus inquiétant, comme on le voit depuis près d'un an à l'Assemblée nationale en particulier, le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui n'a aucun mal, par contraste, à adopter une position, un profil, une posture, en apparence plus sage, plus responsable, pour essayer de se grimer en alternative de gouvernement. Outre l'indignation, je voudrais évoquer un deuxième réflexe qui, à mes yeux, plombe aujourd'hui la gauche française. C'est une forme de repli identitaire qu'il a fait peu à peu, frange par frange, étape par étape, verser dans le communautarisme.
Alors que la société française se transforme en archipel, pour reprendre la formule du sondeur et politologue Jérôme Fourquet, eh bien la gauche précisément renonce à porter un projet global pour la nation tout entière, pour essayer de ressouder cet archipel. Au contraire, elle pratique une sorte de marketing électoral, elle découpe la société en tranches, et elle choisit de s'adresser à certaines clientèles plutôt qu'à d'autres, les jeunes plutôt que les retraités, le plus souvent stigmatisés comme boomers, les grandes métropoles contre la France périphérique, dite souvent la France des oubliés, les femmes, les minorités ethniques plutôt que les classes populaires ou la France rurale. Résolument cosmopolite, ce qui est à coup sûr un gage de tolérance, et ce qui est un aspect positif évidemment, cette gauche-là, par contraste, ne tolère plus beaucoup le tricolore, on va dire. Elle a tendance à tourner le dos au patriotisme, comme si l'amour du drapeau tricolore était par essence xénophobe et excluait l'étranger, alors qu'au contraire, le patriotisme a vocation à accueillir l'étranger pour mieux l'intégrer dans la communauté nationale. Qui aujourd'hui porte encore ce discours à gauche ? Ce faisant, d'ailleurs, la gauche française tourne là encore le dos à toute une histoire qui remonte évidemment à la geste des soldats de l'an 2. Elle semble s'être convertie au différentialisme, cette gauche identitaire. Résultat, elle en vient peu à peu à enfermer, à assigner à résidence. L'individu n'est plus considéré, jugé, approuvé ou contesté pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a décidé. Pas même d'ailleurs pour ce qu'il pense, mais d'abord pour ce qu'il est. Le voilà enfermé dans une identité figée. Cette vision du monde a culminé, entre autres, avec l'organisation, même si cet événement n'était pas massif, mais il me semble qu'il était symptomatique de cette dérive qui imprègne tout un état d'esprit à gauche aujourd'hui. L'organisation par le syndicat étudiant UNEF, il y a quelques années et quelques mois encore, de réunions dites non mixtes, c'est-à-dire de réunions de fait interdites aux Blancs pour se pencher sur les ressorts du racisme. Eh bien, cette gauche-là, elle se détourne de l'avenir, elle fait machine arrière. Pour elle, seul le passé compte. Et son adhésion, évidemment, a pris un nouveau tour, plus important encore, avec sa conversion progressive à ce qu'on appelle la culture woke importée des États-Unis, même si la France, du fait de son histoire, de son passé encore, d'obédience républicaine, semble résister mieux que d'autres cultures européennes à ce péril. Mais cette idéologie woke, elle partait, elle aussi, si j'ose dire, d'un bon sentiment, puisqu'il s'agissait d'être éveillé aux injustices que subissent les minorités ethniques, sexuelles ou culturelles dans les pays occidentaux. Le problème, c'est que ce mouvement a dérivé de cette indispensable lutte contre les discriminations vers une insupportable volonté de punir telle ou telle catégorie de population. Et que la vengeance, finalement, a peu à peu pris le pas sur la saine aspiration à la justice. Eh bien, cette culture woke, elle a ouvert aujourd'hui, au sein même de la gauche française, une dangereuse compétition victimaire. Elle a conduit toute une partie de cette gauche à établir une hiérarchisation des victimes, une dérive qui a donc imprégné des franges croissantes de la gauche, en particulier chez les Verts et chez les Insoumis. Cette vision du monde, elle entérine une rupture avec la gauche universaliste, tournée vers l'émancipation de tous. Elle a notamment imprégné certains corpus programmatiques de candidats de gauche à la présidentielle, comme en partie Yannick Jadot, mais aussi, évidemment, on l'a vu, Jean-Luc Mélenchon. Elle a creusé un peu plus le fossé qui sépare cette gauche des classes populaires. Et cette évolution, elle s'est achevée avec le reniement par toute une frange de la gauche d'un idéal qui était pourtant consubstantiel à son histoire et même à son ADN, là aussi, c'est la laïcité. Gage de liberté et d'émancipation, la laïcité est désormais dénoncée par de larges pans de la gauche comme outil d'oppression. C'est la laïcité qui écrase, selon la funeste formule prononcée par Christiane Taubira au soir de sa désignation, sans lendemain, par la primaire présidentielle dite populaire. C'était le 31 janvier 2022, une inversion des rôles où la laïcité de bouclier devient glaive et agressive. Si la gauche française apparaît aujourd'hui incapable d'apaiser les angoisses identitaires et culturelles d'une bonne partie des classes populaires, dont on a vu qu'elles ont hélas basculé en grande partie à l'extrême droite, c'est à mon sens parce que sa matrice idéologique s'est largement déportée de thématiques à dominante sociale et universaliste vers des préoccupations beaucoup plus fragmentées et d'abord sociétales. Si on remonte un peu le fil de l'histoire, on se souvient qu'au fil des années 70, le programme socialiste Changer la vie, lui, avait su allier une puissante ambition économique et sociale, qui allait jusqu'à la rupture avec le capitalisme,
Souvenez-vous de l'envolée de François Mitterrand au congrès d'Épinay. Quiconque n'est pas pour la rupture avec le capitalisme ne peut être adhérent du Parti socialiste. Mais cette ambition, aussi chimérique soit-elle, avait le mérite d'exister. Et le PS, le programme socialiste, avait réussi à la marier avec la prise en compte de nouveaux mouvements sociétaux issus du bouillonnement de mai 68. Le féminisme, le mouvement homosexuel, le régionalisme, l'antiracisme et bien d'autres problématiques. Au pouvoir, ensuite, au fil des longues années de pouvoir, l'abandon progressif du programme économique au nom des impératifs de la gestion, du respect des grands équilibres financiers, de l'intégration européenne, a incité toute une partie de la gauche à se convertir à l'idée que finalement le progrès résiderait désormais exclusivement dans la satisfaction de revendications identitaires, individuelles, ou de revendications de minorités culturelles. Et c'est ce contresens stratégique qui a accouché aujourd'hui d'une vision multiculturaliste de la société qui est au cœur de l'actuel divorce, me semble-t-il, de la gauche et des classes populaires. Ce divorce a été illustré par un document devenu célèbre, que je cite pour mémoire, qui est une note qui a été publiée par la fondation Terra Nova, proche du PS. C'était à l'approche de l'élection présidentielle de 2012, plus de 10 ans déjà, mais ce texte est encore ô combien d'actualité. Il était intitulé « Quelle majorité électorale pour 2012 ?» Ce texte invitait la gauche à se tourner vers une majorité de substitution, celle, disait ce texte, de la France de demain, composée de femmes, jeunes, minorités ethniques, pour suppléer la défaillance des catégories populaires coupables d'être devenues conservatrices, voire racistes. Je cite ce texte qui avait au moins le mérite de mettre noir sur blanc ce virage, cette inflexion stratégique. Je le cite très brièvement. Contrairement à l'électorat historique de la gauche, coalisé par les enjeux socio-économiques, cette France de demain est avant tout unifiée par ses valeurs culturelles, progressistes. Elle veut le changement, elle est tolérante, ouverte, solidaire, optimiste, offensive. C'est tout particulièrement vrai pour les diplômés, les jeunes, les minorités. Elle s'oppose à un électorat qui défend le présent et le passé contre le changement, qui considère que la France est de moins en moins la France. C'était mieux avant, un électorat inquiet de l'avenir, plus pessimiste, plus fermé, plus défensif. Fermer le banc, on le voit, cette gauche a choisi de tirer un trait sur cet électorat-là et sur sa reconquête, celle des classes populaires, qui me semble pourtant indispensable, et en particulier, je pense, les classes populaires de la France suburbaine, on va dire, ou de la France hors des grandes métropoles, électorat pourtant indispensable à la reconquête du pouvoir un jour. On le voit, la gauche ne porte donc plus là un projet collectif tourné vers l'avenir, mais l'addition d'aspirations individuelles et de revendications communautaires. Enfin, ultime péché que je voudrais évoquer, qui a incité la gauche française à tourner le dos au progrès, à l'avenir, à perdre confiance en elle-même, comme dans l'avenir, son pessimisme absolu. La gauche est aujourd'hui foncièrement pessimiste. Il est d'ailleurs aujourd'hui toute une gauche apocalyptique, qui me semble de plus en plus influente, et qui ne peut pas se résoudre finalement à l'idée que l'être humain soit capable de résoudre les problèmes les plus complexes, et d'abord évidemment ce défi gigantesque qu'est la lutte contre le réchauffement climatique. Pour cette sensibilité, le pire est toujours sûr. L'homme a péché, finalement, il devrait payer. Le catastrophisme apparaît bien comme la maladie infantile, elle, de l'écologie. Je cite une enquête de l'Institut IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui remonte à février 2020, et qui révélait que près des 2/3 des Français, 65% précisément, sont d'accord avec l'affirmation suivante, je cite, « La civilisation telle que nous la connaissons va s'effondrer dans les années à venir ». Fin de citation. Les 2/3 des Français, en février 2020, approuvaient cette affirmation. Et on connaît ce courant, la collapsologie, qui brandit une multitude de travaux et qui d'abord interprète ceux du GIEC dans ce sens pour justifier ses thèses. Nombre de ces études, bien sûr, et d'abord les rapports du GIEC. Ces études sont alarmantes. Il faut en tenir compte. Mais il faut en tenir compte pour corriger nos modes de production et comme nos modes de consommation. Et à cet égard, d'ailleurs, la toute dernière étude, le tout dernier rapport du GIEC est intéressant parce qu'il trace des perspectives. Il n'explique pas que la lutte serait perdue à jamais. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause l'urgence environnementale. L'ampleur du dérèglement climatique, la destruction de la biodiversité contraint l'espèce humaine à prendre conscience de sa finitude et de celle de la planète. Mais il faut changer, réformer, pour survivre, justement.
Et c'est là que toute une frange de la gauche, de plus en plus hélas, a tort de verser dans le catastrophisme. Cette gauche qui s'inspire donc de cette collapsologie qui est non seulement inutile, mais qui est même nuisible. Parce que, après tout, si le monde court à sa perte, si la catastrophe est devenue inéluctable, bien alors, foutu pour foutu, achetons-nous à nouveau tous des SUV, par exemple. Cette gauche-là, c'est bien son principal tort, n'ouvre aucun espoir. Elle s'arroge pourtant une vocation messianique. Mais elle ne contribue pas à sauver le monde. Au contraire, elle accélère la course à l'abîme. Et cette pensée s'appuie sur la conviction intime qu'au fond, il n'y a plus rien à faire. Le système économique mondial ne pourrait que s'effondrer par croissance excessive, par excès de population, par limitation des ressources. Et au fond, cette idéologie, avec des divers degrés de pessimisme, ne propose qu'une solution, la décroissance. Une solution qui n'en est pas une. Chaque catastrophe climatique, d'ailleurs, sert son propos, parce que sur ce terrain-là aussi, celui du catastrophisme, eh bien, c'est la gauche indignée qui donne le ton, l'émotion qui submerge la raison. C'est un autre facteur aussi, au passage, qui a contribué à donner davantage d'écho justement à ce catastrophisme ambiant, c'est la frustration qui a été exprimée par de nombreux dirigeants écologistes qui ont pris le risque, eux, de mettre les mains dans le cambouis de l'action gouvernementale et qui, au sortir de cette action gouvernementale, ont manifesté un grand dépit, une grande frustration, jusqu'à laisser entendre que c'était somme toute inutile. De Dominique Voynet à Nicolas Hulot, par exemple, la plupart de ces écologistes ont souvent exprimé une intense frustration. Ils sont ressortis de cette expérience avec l'impression très désagréable d'avoir servi de caution. Une impression qui est née, c'est vrai, parfois d'une instrumentalisation réelle, mais aussi de la difficulté de toute une frange des écologistes français à acquérir peu à peu, difficilement, étape par étape, une vraie culture de gouvernement qui s'appuie en particulier sur la pratique de la négociation et du compromis. Une attitude d'ailleurs assez révélatrice de cette émotivité de la gauche française qui est prompte à verser dans l'indignation et le catastrophisme, voire la dénonciation, et qui tranche avec le comportement, par exemple, qu'on cite souvent par contraste des écologistes allemands qui sont rompus, eux, à cette culture du compromis, de la gestion, et qui agissent, gouvernent en coalition, que ce soit dans les régions, dans les Länder allemands, comme d'ailleurs aujourd'hui à la tête du pays. Notons au passage qu'une frange de cette gauche verse aussi peu à peu, dans son rapport au progrès, dans une forme d'obscurantisme, à force de se méfier de la science, ce qu'il avait fait d'ailleurs, on s'en souvient, pousser des cris d'orfraie et réclamer un moratoire au moment du déploiement de la 5G. De même, l'attitude de toute cette gauche à l'égard du nucléaire est emblématique. Non pas qu'il faille s'étonner que les écologistes soient hostiles au nucléaire et au nucléaire civil. Cela fait partie de leur identité, c'est naturel, c'est un combat légitime. Même si tous les écologistes européens, d'ailleurs au passage, ne sont pas sur cette ligne. Notons que leurs homologues finlandais, par exemple, ont finalement adhéré à la nécessité du nucléaire, notamment pour lutter contre les émissions de CO2. Mais en France, le souci, c'est que cette hostilité, encore une fois légitime, du mouvement écologiste au nucléaire, a entraîné l'ensemble de la gauche, en tout cas pendant un certain temps, sur cette voie de garage. Le rapport d'une commission d'enquête parlementaire sur la perte d'indépendance énergétique de notre pays, qui a été dévoilé la semaine dernière, illustre cette lourde erreur stratégique. Là aussi pour des raisons liées à l'émotion, née du tsunami qui endommagea en 2011 la centrale de Fukushima, mais aussi à de médiocres intérêts électoraux. Eh bien, le PS avait signé en son temps, à l'époque, un accord avec les Verts qui a entraîné la France sur le chemin de la perte de cette puissance et de cette autonomie de l'énergie nucléaire. Une erreur qui a d'ailleurs d'abord été perpétuée, prolongée par Emmanuel Macron, avant qu'il ne finisse par rebrousser chemin lors d'un discours prononcé à Belfort en février 2022. Mais cette attitude, globalement, par-delà les positionnements politiques des uns et des autres, elle traduit, me semble-t-il, une réelle perte de confiance dans la science comme dans le progrès. Elle dessine les contours d'une gauche assez apeurée. L'avenir est perçu comme incertain, voire dangereux. Seul le passé serait réconfortant. Et dans sa version française, on constate aujourd'hui encore à quel point le discours écologiste peine à esquisser des lendemains radieux. Il se contente trop souvent d'un propos anxiogène. Alors au terme de ce tableau, qui est effectivement assez sombre, convenons-en, je vais m'efforcer d'esquisser quelques pistes, quelques espoirs, quelques idées pour participer à la reconstruction de la gauche, parce que rien n'est écrit, je le disais en préambule, il est faux de répéter
d'ailleurs à mon sens, que c'est la droitisation du monde et de ses enjeux qui condamnerait à jamais la gauche à sa disparition. Comme si le monde contemporain était de droite, forcément de droite. Rien n'est plus faux. Songez d'ailleurs, ici même en France, à toutes les réformes sociétales venues de la gauche que la droite a finalement, plus ou moins difficilement, dû digérer ces dernières décennies. Le mariage pour tous, la PMA pour toutes les femmes, plus loin dans l'histoire, la contraception, l'IVG. Bref, le monde ne se convertit pas, et la France pas davantage, à des préoccupations, à des considérations qui seraient viscéralement et définitivement de droite. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Sans doute d'ailleurs que demain, une législation en faveur du suicide assisté, voire de l'euthanasie, issue des travaux de la Convention citoyenne qui se sont conclus dernièrement, eh bien, pourrait-elle aussi faire avancer la société française vers un chemin qu'on ne pourrait qualifier authentiquement justement de conservateur, de droite ou de réactionnaire. On connaît cette hypothèse gramsciiste selon laquelle c'est parce qu'elle aurait perdu l'hégémonie culturelle au profit de la droite que la gauche serait aujourd'hui si mal en point. Cette analyse, elle présente à mes yeux un double inconvénient. D'abord, elle succombe à une forme de fatalisme donc, qui exonère un peu vite la gauche de ses responsabilités. Ce serait donc écrit « le monde serait de droite à jamais ». Et puis ensuite, elle enferme la gauche dans un corpus d'idées qui serait immuable. Pour reconquérir cette hégémonie culturelle perdue, la gauche devrait renouer avec des idées oubliées, trahies, revenir en arrière, aux origines, aux sources d'un âge d'or mythifié où la gauche était forcément pure et vierge. Bien, tout cela me semble faux. Le monde contemporain n'est ni de droite ni de gauche, mais il est, et c'est bien le problème de la gauche. Elle se rengorge de mots, mais ce n'est pas sur le terrain des valeurs qu'elle a perdu la bataille, c'est sur celui du réel. Elle est faible aujourd'hui parce que son imaginaire s'est détaché de ce réel. Le monde a changé, c'est vrai, mais pas elle. Or, changer, c'est pas forcément trahir ou se renier. C'est tenir compte de l'évolution du réel, c'est accepter d'affronter l'incertitude de l'avenir pour retrouver la marche du progrès. Et non pas pour se soumettre à ce réel, comme la gauche a pu le faire par le passé lorsqu'elle était aux affaires, mais au contraire pour le réinventer. Pour retrouver foi en l'avenir, donc, et confiance en elle-même et en la nature humaine, la gauche doit renouer avec ce réel et commencer par s'atteler à sa complexité. Et sans doute, ce chemin passe-t-il aussi d'ailleurs au passage par la redécouverte du plaisir. Alors cette analyse peut sembler surprenante, mais depuis 30 ans, à force de déception, de frustration, et plus encore ces toutes dernières années, la gauche s'est largement faite coercitive et même castratrice. Jadis, c'était le camp de l'émancipation, elle est devenue celui de l'interdit moral. Sa branche indignée dicte des préceptes qui deviennent d'indépassables maximes de vie. L'écologie se fait, c'est un cliché mais volontiers, punitive. La culture woke que je citais tout à l'heure érige le règlement de compte en art de vivre. Et cette gauche, finalement, elle est devenue assez fade et triste. C'est la gauche, si je puis me permettre, des pisse-froids, celle qui accuse et qui culpabilise. Comme si, là aussi, le plaisir était passé à droite. Comme si le bonheur lui-même était devenu réactionnaire. Je citerai un philosophe, lui-même classé à gauche, et même qui s'en revendique, une gauche assez ferme, Michael Fossel, qui est professeur à l'école polytechnique et qui se désole de cette évolution dans un livre passionnant et récent qui s'intitule Quartier rouge. Il écrit, je le cite, « On prétend parfois que le plaisir n'est une question pour la gauche que dans des périodes d'abondance. Pour cette raison, elle ne serait plus adaptée aux économies de la rareté vers lesquelles, ne serait-ce que pour des raisons écologiques, nous devons désormais nous orienter. » Eh bien, c'est l'inverse qui est vrai, écrit Michael Fossel. Un slogan aussi emblématique de l'esprit de mai 68 que « jouissez sans entrave » passe désormais presque pour une provocation aux yeux de cette gauche des pisse-froids. La finitude des ressources de la planète nous interdirait de prétendre encore en jouir, justement, a fortiori sans entrave. La gauche est de plus en plus soumise à une tentation ascétique qu'elle s'impose au nom de ses impératifs moraux. Enfin, et pour m'orienter vers ma conclusion et tourner le dos donc à cet art de la gauche, je l'inviterai à se tourner justement pour prendre pleinement conscience de la complexité de ce réel en mutation et pour puiser une partie de la sève de sa renaissance, à se tourner aussi en partie hors de nos frontières. Parce que la gauche, même si elle est en crise au-delà des frontières de l'Hexagone, elle existe aussi à l'étranger. Elle existe ailleurs, elle est même parfois au pouvoir. C'est le cas par exemple à Berlin, avec une coalition qui est conduite par Olaf Scholz, dans une version à la fois collective, pragmatique, qui associe des sociodémocrates, des verts gestionnaires et des libéraux réformateurs.
Cette expérience est compliquée. Elle se heurte, elle aussi, bien sûr, à bien des vicissitudes, parfois des échecs. Elle est contestée par une frange de la population. Mais elle existe, elle fonctionne. Et on ne saurait, enfin, sauf à verser dans les travers de la gauche indignée que j'évoquais tout à l'heure, verser tout de suite dans l'anathème et dans la dénonciation comme étant celle d'une fausse gauche, d'une trahison. Au Danemark, plus polémique encore, mais c'est en assumant des mesures de fermeté sur les enjeux régaliens, d'insécurité, d'immigration que les sociodémocrates non seulement ont repris les rênes du pouvoir, mais qu'ils ont réussi à apaiser une partie des angoisses identitaires de la population au point d'être reconduits au pouvoir il y a quelques mois. À l'inverse, par exemple, de leurs voisins sociodémocrates suédois qui, eux, ont été renvoyés dans l'opposition, en grande partie faute d'avoir pris à bras-le-corps les questions régaliennes et identitaires. Au Portugal, enfin, on a vu ces dernières années une troisième source d'inspiration, peut-être pour la gauche française, la coalition conduite par le Premier ministre Costa, qui a allié à la fois audace sociale et rigueur budgétaire pour relancer un pays, rappelons-le, qui avait été très durement frappé par la crise économique du début des années 2010. En Allemagne, au Danemark, au Portugal et ailleurs, la gauche gouverne, dans la difficulté toujours. Mais elle le fait, parce que c'est une gauche de son temps qui est ouverte sur le monde contemporain, lucide devant l'ampleur des défis du présent, et surtout confiante dans l'avenir et dans ses capacités à surmonter ces difficultés pour bâtir donc un avenir commun. C'est la mission de cette gauche réformatrice, une gauche utile parce qu'elle se coltine le réel, si j'ose dire. Elle l'affronte pour mieux le changer. La gauche française de demain, en conclusion, c'est donc à la fois une gauche du plaisir et du réel. C'est même, j'allais dire, la gauche du plaisir du réel, c'est-à-dire qu'elle retrouve son sens, son énergie et son goût de l'action au contact de cette réalité. Aussi douloureux ce contact soit-il. C'est aussi et surtout, pour la gauche, l'impératif besoin de retrouver le sens du peuple et celui de l'intérêt général en s'appuyant sur le triptyque fondateur du mariage de la gauche et du progrès, j'en parlais en introduction, de la nation, la République et la laïcité. La gauche, je citerai le politologue Laurent Bouvet, disparu il y a quelque temps, la gauche doit viser le peuple tout entier, écrivait-il il y a déjà 10 ans, celui des classes populaires qu'elle a abandonné depuis longtemps, celui qui croit dans son destin national, qu'elle a oublié avant de le mépriser et de le condamner pour populisme, et celui de l'aspiration démocratique la plus large, qui veut continuer à croire dans la possibilité d'une aventure collective, malgré les tentations de l'individualisme. Enfin, j'évoquerai Nicolas Mathieu, le romancier Nicolas Mathieu, qui a obtenu le prix Goncourt 2018 pour un superbe ouvrage, Leurs enfants après eux. Nicolas Mathieu, qui est un auteur qui a peint en particulier, avec beaucoup de talent, évidemment, de pudeur, de sensibilité, de subtilité, l'extinction du monde ouvrier en Lorraine, toute une histoire de la gauche. Et voilà comment Nicolas Mathieu, en quelques mots, décrivait le défi qui s'ouvre désormais à la gauche française. C'était il y a quelques mois, je le cite. « C'est bien, disait Nicolas Mathieu, qu'il y ait une gauche hippocagne, une gauche lyrique, érudite, ouverte sur le monde. C'est bien aussi qu'il y ait une gauche bac pro qui s'intéresse aux gens qui bossent dans les entrepôts, aux infirmières, aux gens qui conduisent des camions, des camionnettes dans les petites villes. Ces intérêts-là méritent d'être portés, défendus. Ces modes de vie-là méritent d'être défendus aussi. Et j'aime autant, disait Nicolas Mathieu, que ce soit la gauche qui s'en occupe. » Fin de citation. J'aime autant que la gauche qui s'en occupe, que ce soit la gauche qui s'en occupe, disait-il, parce que l'on sait désormais, et on le sait, on le mesure peut-être de plus en plus d'ailleurs, y compris au fil du mouvement social toujours en cours dans ce pays, et dont on voit que la gauche, la NUP, ne parvient pas à tirer profit sur le plan politique, quand l'extrême droite et Marine Le Pen, nombre d'indicateurs le montrent, semblent, elles, sur le point de tirer les marrons de ce feu social. Ce serait donc mieux que ce soit la gauche qui s'en occupe de ces enjeux, parce que sinon, c'est l'extrême droite qui s'en chargera pour le pire. Je vous remercie.